Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift. Aujourd'hui, j'ai enregistré avec Jean Moreau de Phoenix Anti-Gaspi. On a discuté de la création de sa boîte, du fait d'être en entrepreneur dans un milieu plutôt de l'entrepreneuriat social et comment on se situe quand on a une société à but lucratif dans ce milieu-là. On a discuté de gaspillage alimentaire au niveau des producteurs, des transformateurs, des distributeurs, des consommateurs, de l'engagement de Phoenix auprès des associations et des consommateurs. On a aussi discuté des engagements de la France à 2030, 2050. Un épisode super intéressant. Petit PS, n'oubliez pas d'aller mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et si vous le pouvez, nous laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ce serait super sympa. Bonne écoute. Salut Jean. Hello. Aujourd'hui, bienvenue d'ailleurs dans The Big Shift à ceux pour qui c'est le premier épisode. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je suis dans les locaux de mon invité. C'est la première fois. D'habitude je les fais venir chez moi ou alors plutôt à distance. Et donc aujourd'hui je suis dans les locaux de Phoenix qui sont top en plus. Donc c'est trop cool. Je suis avec Jean Moreau. On va parler de gaspillage alimentaire aujourd'hui, donc il va y avoir plusieurs choses. On va parler un petit peu d'entrepreneuriat aussi, puisque c'est un peu ton métier finalement. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Absolument, c'est dans mes cordes. Donc bonjour à tous. Je suis Jean, le cofondateur de Phoenix et moi j'ai 38 ans. C'est une boîte que j'ai montée il y a 8 ans maintenant, en 2014. Après un début de carrière dans la finance. Donc moi j'ai eu un parcours au départ plutôt assez linéaire. J'ai fait une prépa, comme beaucoup de bons élèves français. Et puis j'ai fait 4 ans à l'ESSEC en école de commerce, où j'ai bien aimé l'environnement, les rencontres, la vie extrascolaire, mais les cours me laissaient plus sur ma faim, disons, la formation. Et du coup, je voulais rajouter aussi une coloration un peu intérêt général à mon parcours, utilité publique. Et donc, après l'ESSEC, j'ai fait un passage à Sciences Po en affaires publiques, où j'ai passé 2 ans. Et puis voilà, à l'âge de 25 ans, j'ai tout ça pour ça, j'ai commencé dans la finance en fusion-acquisition, en M&A, comme on dit en anglais, dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch, où je faisais des fusions, acquisitions, cessions d'entreprises du CAC 40 ou de filiales de grands groupes. Et c'est un métier assez intense, presque aussi intense que l'entrepreneuriat, pas tout à fait, mais presque. Assez stratégique, assez grisant, avec des gens qui avancent vite et tout. Mais donc j'étais pas malheureux, hein, d'ailleurs j'y suis resté 6 ans. Simplement, il y avait une sorte de prise de conscience rampante du manque de sens à mes yeux du métier. Je parle pas de jugement, mais pour moi ça avait pas assez de sens. Et donc je voulais avoir un impact plus fort, social et ou environnemental. Il se trouve qu'avec le gaspillage, on a les deux. C'est un super terrain de jeu. Donc voilà, moi c'était ça mon driver personnel, ma quête de sens, la volonté d'aligner mes aspirations perso avec mon quotidien professionnel, et puis de mettre mon énergie au service d'une cause qui fasse avancer le monde dans une meilleure direction. Donc on a créé la boîte à 2 avec Baptiste Corval il y a 8 ans maintenant, avec 1 000 € de capital. Donc approche très lean, bout de ficelle. Bootstrapping. Yes. Ok. Mais du coup, c'est pas du tout une prise de conscience écologique, genre coup de poing dans le ventre. Ça a été un peu genre. Non, c'était pas. Enfin, évidemment que l'écologie était un levier de motivation pour moi, mais le vrai levier de motivation, c'était plutôt. Bon, il y en avait 3, disons. C'était ce que j'ai raconté, c'est-à-dire l'envie d'avoir un métier qui ait du sens, qui ait de l'impact, et de laisser une trace utile, chouette, dont je sois fier, quoi. Donc j'ai pas la prétention de sauver la planète, mais peut-être qu'avec un phénix et puis peut-être un jour plusieurs phénix, on ira un peu moins vite dans le mur. Donc ça, c'était un truc qui comptait pour moi. La deuxième chose, le deuxième élément de motivation, c'était l'envie d'avoir un parcours moins moutonnier, moins lambda, quoi. Je voulais pas être le 2000e mec d'HEC, ESSEC, ECP qui va faire 5-6 ans de finance et qui finit dans un fonds d'investissement à Paris ou à Londres et qui attend la retraite et la mort tranquillement. Donc voilà, je voulais sortir un peu des sentiers battus et prendre un risque, quitte à revenir sur un parcours tout tracé et avoir un vrai coup d'opportunité, quoi. Mais donc ça comptait dans ma trajectoire. L'envie d'avoir un truc un peu moins linéaire, plus atypique, et une vie plus rock'n'roll aussi, plus sexy que la vie tranquillou. Ok, on va en parler un peu après, mais effectivement, ça a l'air un peu rock'n'roll. Ouais, ça c'était parce que c'était un levier de motivation. Et le dernier, on va en parler aussi, j'imagine, mais c'était l'intuition ou la conviction qu'il fallait sortir de la dichotomie entre le monde du capitalisme traditionnel, parfois caricatural, dont j'étais issu, et de l'autre côté, le monde des ONG, du non-profit, des associations, dans lequel moi je me reconnaissais pas tout à fait non plus, quoi. Donc on avait la conviction avec Baptiste et la volonté d'incarner une sorte de voie médiane qu'on appelle
qui existait déjà, hein, mais qui n'était pas aussi tendance, et qu'on appelle maintenant les entreprises à impact positif, la tech for good. En tout cas, des entreprises qui marchent sur deux jambes, une jambe croissance, rentabilité, ambition, et une jambe impact positif. Et moi, je suis convaincu que c'est le sens de l'histoire, et content d'avoir fait partie des premiers qui montrent que non seulement ça marche, mais que ça peut aussi changer d'échelle. Ok, très en lien avec la philosophie de Time for the Planet, l'entrepreneuriat au service de la planète. Ouais, okay. Tout à fait. Donc, tu viens de parler de Tech for Good. Avant de parler du sujet du gaspillage, je voulais revenir un petit peu sur votre structure. Donc, vous êtes une entreprise de la Tech for Good. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à une entreprise classique? Ouais, alors nous, on est une entreprise privée. Enfin, en tout cas, sur un modèle marchand, c'est-à-dire qu'on n'a pas créé une association, on n'a pas créé une ONG. On est à l'aise avec le fait de gérer une boîte, de facturer sur ce thème-là, de gagner de l'argent, voire même d'être rentable, de lever des fonds. Enfin, on a un parcours et une ADN de start-up assez classique dans le fonctionnement et dans les ambitions. Simplement, on rajoute un gros supplément d'âme qui est la mission et la façon de faire aussi. Donc, il y a ce qu'on fait, c'est-à-dire où on va, et puis il y a comment on le fait. Et le comment on le fait, on a 3-4 labels qui viennent certifier ça. Donc, on est une entreprise B Corp. Ça veut dire B Corporation, ça veut dire qu'on essaie de faire du business autrement, sur plein de choses, sur la diversité, l'égalité homme-femme, le congé paternité, la gestion des déchets au bureau, la politique de déplacement en interne, où on interdit l'avion, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont certifiées par le label B Corp, qui est un label américain qui est assez puissant. Ensuite, on a un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, E-S-U-S. C'est un peu technique et un peu bureaucratique, mais ça veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on est dans ce qu'on appelle la lucrativité limitée. Donc, oui, on est une boîte marchande. Oui, on a un modèle commercial. Oui, on gagne de l'argent sur le gaspillage alimentaire et on pense pas qu'il y ait de contradiction là-dedans. En revanche, comme garde-fou, on a pris 2 engagements forts dans les statuts. C'est premièrement encadrer les salaires de 1 à 7 dans la boîte, entre le plus haut salaire, qui n'est pas le mien, je précise en transparence. Aujourd'hui, la réglementation, c'est 20, je crois, c'est ça? Il n'y a pas de réglementation, mais... Ou qui doit passer... Oui, il y en a une qui va passer, mais pas pour les grands groupes, pour les PME, de 1 à 20. Donc nous, on est de 1 à 7. Donc ça, c'est le premier truc. Échelle de salaire encadrée, ça ne paraît plus raisonnable que les écarts de 1 à 1000 ou 1 à 100 000 qu'on peut voir dans d'autres groupes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a limité aussi la redistribution de dividendes aux actionnaires. Donc quand on a une boîte, on fait du chiffre d'affaires, on paye ses charges, ses salaires, ses prestataires, ses loyers, etc. Et à la fin, ce qui reste, ça peut être soit redistribué aux actionnaires sous forme de dividendes, soit réinjecté dans la boîte. Et nous, on a plafonné à 50% la redistribution des profits, des dividendes. Le reste doit être injecté dans des projets solidaires partenaires de Phoenix. Donc voilà, c'est un moyen d'être un peu un animal hybride, certes toujours sur un modèle plutôt capitaliste, hein, pour être honnête, mais en capitalisme raisonné, disons, et où on a gommé les gros effets les plus pervers sur la répartition de la richesse, la répartition de la valeur. Et d'ailleurs, dernier truc, tous les actionnaires sont salariés. Tous les salariés sont actionnaires. Et non, pas l'inverse. Tous les salariés sont actionnaires de Phoenix. En tout cas, de ceux qui ont voulu le faire et qui ont pu souscrire des parts, on l'a ouvert à tout le monde. Donc c'est pas une coopérative, hein, mais ça s'en rapproche, quoi. Et c'est pas juste des BSPCE, c'est des vraies actions en dur qu'ils ont rachetées. D'accord. Alors, c'est des sujets qui me passionnent. C'est pas vraiment le thème du podcast aujourd'hui, mais on pourrait digresser là-dessus. Pourquoi avoir du coup choisi plutôt ce modèle d'entreprise lucrative plutôt qu'un modèle associatif qui est souvent un peu l'apanage des sujets liés à, je sais pas, l'anti-gaspillage, même le lien avec les associations, etc. Bah, justement, un peu pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on voulait sortir on voulait sortir les sujets écologiques, solidarité, lutte contre la précarité de cette vision qui est parfois la discréditée aux yeux des grands groupes, des investisseurs ou du monde économique dominant, disons. En mode, c'est un truc d'hurluberlu, c'est un truc de militant, altermondialiste, c'est un truc de... Est-ce que ça permet d'avoir plus d'ambition, peut-être? Non, ouais, peut-être, ouais, déjà d'être mieux perçu, d'être mieux vu. On se dit, ok, en fait, je sais pas, ça permet en termes de perception et de crédibilité et de capacité à avoir une écoute, du coup, c'est plus fort, je trouve. Pour toutes ces raisons-là, parce qu'on se rapproche de l'ADN du monde traditionnel. Et puis ça permet d'avoir de l'ambition, ouais. Enfin, je pense que les assos ont de l'ambition. Il y en a plein qui sont passés à l'échelle, hein. Les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire sont même d'autres assos comme Ciel Bleu ou Unicité. Enfin, sont des gros mastodontes et ont bien grossi. Donc c'est pas un frein en tant que tel. Mais nous, oui, là où t'as raison, c'est pour lever des fonds, c'était bien d'avoir ce statut-là. Pour attirer des talents, y compris des talents un peu hybrides, hein, pas juste des talents très engagés, très militants, d'aller chercher des gens dans les grosses startups, dans les grands groupes,
Les gros cabinets de conseil, c'est bien d'avoir cette culture, cette touche-là. Ça change pas mal de choses. Et puis pour travailler avec des clients comme Carrefour, Biocoop, Intermarché, Super U, Coca-Cola, Truffaut, La Vie Claire, qui sont nos clients. Je pense qu'ils auraient plus de mal à faire un contrat cadre à grande échelle sur plusieurs années avec une asso. Et quand ils voient qu'en face, il y a une structure privée gérée par des gens qui ont un pédigré qui les rassure et sur une ADN et sur un modèle juridique qui les rassure aussi, qui est plus ce qu'ils ont l'habitude de voir. C'est de nature à construire des trucs plus pérennes aussi, je trouve. Ok. Bon, c'est pas le seul modèle. Hein. Je suis pas un ayatollah mais je trouve que pour nous, on a tourné des trucs dans tous les sens entre une SAS, une SARL, une association, une SCOP, une mutuelle, une coopérative et tout. Et en fait, le modèle qu'on a choisi, c'est-à-dire SAS avec un agrément solidaire et un label Bicorp, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Oui, en fait, on peut très bien utiliser ce modèle-là et après se mettre des garde-fous. Label Bicorp, on en a pas reparlé, mais il est effectivement très difficile à obtenir. Et puis, il est évolutif, c'est-à-dire que l'avoir une fois, ça veut pas forcément dire que dans 2 ans, tu l'auras encore. Ouais. Il faut vraiment constamment se remettre en question, refaire un certain nombre d'audits, changer des process, etc. C'est évolutif plus amélioration continue. C'est-à-dire que si c'est un score sur 120 et si t'as eu 80 la première année et que t'as 78 5 ans plus tard, tu perds le label. Il faut aller chercher des points supplémentaires. Et c'est ça. C'est progresser à l'américaine, quoi. Donc c'est bien. Ah, c'est très cool. Bon, maintenant, ça fait 10 minutes qu'on discute. On va peut-être aller sur le sujet principal. Qu'est-ce que c'est que le gaspillage alimentaire? Est-ce que tu peux du coup m'en dire un peu plus? Ouais, le gaspillage alimentaire, déjà, c'est un gros enjeu. Ce qui m'a excité dans le projet Phoenix et ce qui fait que ça dure et que on est toujours aussi motivé 8 ans après, c'est que c'est une thématique qui est très complète. En tout cas, parce que sur le gaspillage, il y a à la fois un enjeu, déjà, il y a un marché colossal, hein. C'est 10 millions de tonnes en France par an qui sont jetées, gaspillées tout au long de la chaîne entre le champ et l'assiette. C'est un tiers de la nourriture qui est produite au niveau de la planète, qui n'est jamais consommée en fin de chaîne. Donc c'est énorme. Et c'est pour reprendre, ça veut dire qu'on a un tiers des surfaces agricoles qui sont effectivement en culture, qui en fait sont directement jetées sans passer par la case consommation. Exactement. C'est comme si tu jetais chaque année un tiers de la surface, et je crois que c'est l'équivalent des terres arables. C'est comme si tu faisais du Mexique qu'une surface agricole qui servait à rien, quoi, qui était produite pour pourrir dans les champs. Donc c'est énorme, un tiers. Et donc ce qui fait que c'est la raison pour laquelle on est à fond là-dedans, c'est qu'il y a à la fois un pilier social, puisque le gaspillage vient via Phoenix nourrir les plus démunis et des gens en quête de pouvoir d'achat. Donc il y a un impact social très clair. Il y a un impact environnemental, parce que ça aussi c'est moins connu, je pense, et comme on est là aussi pour vulgariser, mais je pense que le lien entre gaspillage et réchauffement climatique, il est pas très top of mind. Mais en réalité, si le gaspillage était un pays, le gaspillage alimentaire, ce serait le 3e émetteur de gaz à effet de serre. Donc le 3e juste derrière la Chine et les États-Unis en contribution de CO2, avec quasiment 5% des émissions de CO2 mondiales. Donc c'est moins intuitif et moins connu, mais il y a un gros rôle à jouer aussi contre le réchauffement climatique. Donc ça, c'est pour le pilier environnemental de Phoenix. Il y a un 3e pilier qui est un pilier économique qui nous intéresse et qui intéresse nos clients et qui est la base du modèle Phoenix. C'est que ce qu'on vient de se raconter, c'est-à-dire extraire des matières premières, produire, transporter et jeter, c'est un énorme coût. Et donc nous, en sauvant le gaspillage, on sauve aussi du pouvoir d'achat et on sauve de la valeur économique. Donc voilà, pilier social, pilier environnemental, pilier économique, avec de la tech et du digital en transverse. Ça fait de Phoenix un projet qui, à mon avis, est vraiment unique en termes de diversité, de mixité des sujets, on coche plein de cases et ça en fait un truc à la fois lourd à gérer et compliqué, mais à la fois hyper excitant et très complet, quoi. Donc c'est aussi pour ça que qu'on a autant de motivation dans la durée, c'est parce que c'est un projet qui, à mon avis, même si je devais recréer une boîte dans 4, 5, 6 ans, j'aurais du mal à retrouver un truc aussi dense et aussi complet. Ok. Pour reprendre juste sur la partie gaspillage, donc là tu nous as parlé donc de ce qu'on appelle les pertes et les gaspillages. Donc tu parlais de toute la chaîne de production. Donc effectivement, il y a au niveau du producteur, au niveau du transformateur, au niveau du distributeur et ensuite au niveau du consommateur. Est-ce que tu sais à quel endroit est-ce qu'on a le plus de pertes, là où il y a le plus d'actions à gérer? La différence peut-être entre pertes et gaspillage aussi? Ouais, bonne question. Alors nous, quand on a lancé Phoenix, il n'y avait pas encore grand-chose. C'était en 2014. Le gaspillage n'était pas autant dans l'air du temps que ce que c'est devenu.
Parce qu'il y a plusieurs lois qui sont tombées, mais c'était après, en 2016-2017. Et donc on a creusé un peu tout ce que tu racontes là, entre le champ et l'assiette. Et finalement, nous, on a décidé de s'attaquer au gaspillage dans la distribution, qui finalement est un coupable facile tout désigné pour la classe politique, les médias, la société, parce que la grande distribution, c'est souvent des méchants. En réalité, c'est 14% du gaspillage. Et donc, pour répondre à ta question clairement, le gros du gaspillage, le gros du gâteau, quasiment 40%, il est au niveau du consommateur final. D'accord. Donc, chez toi et moi, chez les auditeurs, dans les frigos, dans les placards, quand tu pars en vacances ou en week-end prolongé pour le 1er mai, le 8 mai, et que tu laisses au fond de ton bac à légumes des trucs qui pourrissent, et que tu reviens après 3 semaines de vacances l'été, et que tu retrouves dans ton placard des ovnis. Donc c'est là qu'est le gros du gaspillage. C'est les produits non consommés, c'est les dates qu'on a oubliées, c'est les restes, et c'est 40% du gaspillage. Nous, on s'attaque pas à ce domaine-là, mais il y a probablement quelque chose. C'est quoi? C'est du surachat, de la mauvaise gestion, les deux? C'est les deux, c'est de la consommation, c'est du surachat, de la surconsommation, ça clairement. Et après de la mauvaise gestion des dates dans les frigos. Aussi, je pense, une phobie des réglementations, des dates courtes, avec beaucoup de confusion entre ce qu'on appelle la DLC et la DDM ou la DLUO, c'est-à-dire la DLC, c'est à consommer jusqu'au. Et donc, au-delà de ça, il y a un risque sanitaire sur des œufs, sur des produits comme ça, assez touchy. Et après, il y a une DLUO, DDM maintenant, date de durabilité minimale. Donc, c'est à consommer de préférence avant le. Ça s'applique pour des pâtes, des biscuits, du riz, même du coca, quoi. C'est des produits qui vont perdre ce qu'on appelle les qualités organoleptiques. C'est-à-dire que le coca va être moins pétillant, les biscuits vont être un peu ramollis, le chocolat va un petit peu blanchir, mais il n'y a aucun risque sanitaire, ni juste une petite perte de goût. Et donc ça, les gens, quand ils voient une date, c'est les dépasser, c'est ciao, poubelle, direction. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on change aussi. C'est la consommation en magasin dans les rayons, où comme toi et moi, les gens vont chercher au fond des rayons les références les plus longues. Personne ne va acheter des produits à J-2, J-1. Tout le monde va tendre la main au fond et chercher la date la plus longue. Et puis après, une fois que c'est chez toi, pas avoir cette phobie des dates courtes et se dire, en fait, c'est pas grave si je mange un yaourt qui est dépassé de 1-2 jours, il va rien se passer. Justement, venons-en du coup. Vous jouez sur cette partie distributeur, sur cette partie consommateur. Oui. C'est quoi votre business model? Comment vous fonctionnez? Alors oui, nous, effectivement, on est là pour sauver les invendus de la poubelle. Et pour ça, on a 3 solutions. Donc nous, on s'attaque à la distribution, les supermarchés, les hypermarchés et les magasins de proximité. Donc on va d'un gros hyper Leclerc jusqu'à un Carrefour Market ou un Intermarché de 2000 m2 et un petit Biocoop, Biocébon, Dailymonop ou Carrefour City. Et eux, ils ont quoi comme problème? Ils ont des produits qui arrivent, ce qu'on vient de décrire, des produits qui arrivent en fin de rayon, qui arrivent dans les rayons en fin de vie, à partir de J-3, J-2, J-1. Et ils ont des chartes marketing, des chartes fraîcheur internes, comme on dit dans le jargon, qui les empêchent de les vendre, parce que les enseignes veulent que de l'ultra frais en rayon. Et à partir du moment où le produit arrive à J-3, J-2, ils se rendent compte qu'ils vont pas le vendre. Et donc, ils prennent de la place dans les rayons, ils prennent de la place dans les facings pour rien, parce que les consos vont de même au fond des rayons chercher la référence d'après et la date d'après, pour avoir plus de temps pour le consommer dans le frigo. Donc voilà, nous on s'attaque à ce gisement-là. C'est à peu près entre 1,8 et 2,5% du chiffre d'affaires de chaque magasin, de façon récurrente, quoi. Tous les jours, il y a 1-2 palettes dans tous les magasins de France qui partent à la poubelle pour ces raisons-là. Ah oui, ok. Et c'est mis, et donc c'est ça qu'on attaque. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça? On essaie de faire de la poubelle l'exception et de la seconde vie la norme, la règle. Et par seconde vie, on entend trois canaux de valorisation: les consos, les assos et les animaux. Donc pour les consos, on a une application qui s'appelle l'application Phoenix, qui est une application anti-gaspi comme il en existe d'autres, disponible sur les stores, où en fait vous pouvez racheter en tant que consommateur des paniers d'invendus et payer 5 € au lieu de 15 un lot de produits surprises qui en vaut, qui est du produit qui sont en J-1 ou en date du jour. Donc c'est des paniers surprises anti-gaspi, des paniers mystères à récupérer autour de chez vous en click and collect. Ça, c'est la première étape. On vend à prix cassé les invendus aux consommateurs sur l'application Phoenix. Deuxième étape, ce qui n'a pas été racheté, on le donne à des assos caritatives. Et donc on a une plateforme qui est une sorte de vente privée du non alimentaire qui va connecter les mêmes magasins avec non pas des consos mais des assos alimentaires comme le Secours Pop, le Secours catholique, la Banque alimentaire, les Restos du Cœur, le Secours. Ça se fait en plus sur une base quotidienne, c'est-à-dire que tous les jours, ce qui n'a pas été vendu, le soir, ça part pour les assos ou le lendemain matin. Ouais, exactement. Ça dépend. Enfin, c'est paramétré sur la plateforme. Ça dépend ceux qui ont des distributions au petit déjeuner, ceux qui ont des distributions de soupe populaire le soir.
ceux qui font des paniers repas, des colis alimentaires. En fonction de ces contraintes-là, on fait passer les assos le matin ou l'après-midi, mais c'est ça le principe en tout cas. Donc redispatcher à l'aide alimentaire, et c'est du don pur. Et puis dans un troisième temps, ce qui a été ni racheté par les consos, ni donné à des assos, c'est proposé à des animaux, des parcs animaliers, des centres équestres, à la SPA, une animalerie, une porcherie. Et on parle de quoi ? On parle dans un gros, c'est plutôt pour les gros magasins, hein, les hyper et les super. Et on parle de l'excédent de rayon boulangerie-pâtisserie d'un gros rayon Super U, où en gros, c'est les baguettes du matin, les croissants et les pains au chocolat du matin, qui intéressent pas les assos ni les consos parce que c'est trop durci. Par contre, pour nourrir des cochons ou des chevaux, c'est parfait. Donc on fait ça avec les fruits et légumes, ce qu'on appelle le fond de rayon, quoi, les fruits et légumes qui ont été un peu trop trafiqués, qui sont en voie de putréfaction, les avocats qui ont été palpés 15 fois, les pommes qui sont noircies, les bananes aussi qui sont à moitié écrasées. On fait ça avec aussi tout ce qui est la découpe, donc les chutes du rayon boucherie, poissonnerie, charcuterie, bref. La même idée, au lieu de le mettre à la poubelle, dans le bac de biodéchets, de déchets organiques, et que ça parte ensuite chez Veolia, Suez, Paprec, de Richebourg, en incinération, mise en décharge, enfouissement, décharge à ciel ouvert. On se dit valorisation énergétique. Ouais. On se dit non, ça va avoir une deuxième vie en circuit court auprès de gens qui en ont besoin, donc des consos, des assos, des animaux. Et à la fin de la journée, c'est ça notre promesse, c'est ça qui fait aussi la différence de Phoenix avec d'autres acteurs de l'anti-gaspi, c'est qu'on a une vision assez large et assez ambitieuse on est plus que juste une app, quoi. On a vraiment une mission zéro déchet, en tout cas zéro déchet alimentaire. C'est-à-dire qu'après Phoenix, dans les magasins, il reste du plastique, des canettes, il va rester des emballages, du carton, etc. C'est pas dans notre promesse. Par contre, sur la partie déchets organiques, biodéchets, déchets alimentaires, là, il n'y a plus rien. Et donc, c'est ça la vision de Phoenix. Super, on a les travaux qui nous rejoignent, mais ça devrait s'arrêter bientôt. Je trouvais intéressant du coup de revenir peut-être sur la partie donc les dates courtes vont chez le consommateur en priorité, ensuite chez les assos, ensuite chez les animaux. C'est quoi la part à chaque fois que vous arrivez à renvoyer du coup chez le consommateur et après du coup la part restante qui va en asso, etc. Ouais, alors tout à fait, c'est une bonne remarque. Nous on est pareil, c'est aussi une différence avec d'autres, c'est qu'on est et c'était dans l'ADN de Phoenix parce que ce que j'ai pas dit c'est que nous pendant 5 ans on a fait que du don alimentaire. C'est-à-dire que de 2014 à 2019, notre seul métier, c'était de créer cette sorte de banque alimentaire 2.0. Et donc, c'est ça notre ADN. Et l'application Phoenix, l'application grande consommation, l'application auprès des consos, l'application B2C, elle est arrivée fin 2019, donc il y a à peu près 2 ans. Et comme une extension du reste. Et donc, en gros, nous, on essaye vraiment de faire en sorte d'être anti-gaspi et solidaire, de pas cannibaliser les volumes, c'est-à-dire de pas mettre dans des paniers anti-gaspi ce qui pourrait donner à l'aide alimentaire, de pas faire de vases communicants, disons, hein, pour être transparent, et de pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, quoi. De pas enlever des volumes qui seraient redistribués aux plus démunis pour les mettre dans des paniers pour des bobos ou des consommateurs qui en auraient moins besoin. Donc en gros, une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain ? Ça veut dire que les produits qui ont des dates les plus longues, les plus gros volumes, quand c'est des palettes, tu veux qu'on... Non, t'inquiète, je vais juste baisser le gain un petit peu comme ça captera peut-être moins le bruit ambiant et tu parles un petit peu plus proche du micro. Ok. Donc une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur le terrain ? Ça veut dire que il y a trois paramètres dans notre algorithme qui répartissent les flux entre les assos et les consos. Les gros volumes sont pour les associations caritatives. Donc les palettes entières dans les gros magasins, c'est plutôt pour les assos caritatives. Deuxièmement, les dates les plus longues sont pour les assos et les dates les plus courtes pour les consos. Parce que les assos, en gros, elles sont pas habilitées, elles sont pas équipées pour gérer du J0, des produits en date du jour. Il faut qu'elles aient plus de temps pour collecter, redistribuer aux gens qui après eux-mêmes vont le consommer. Donc voilà, les gros volumes pour les assos, les petits volumes pour les consos, les dates les plus longues pour les assos, les dates courtes, J-1, J0 pour les consos. Et puis après, il y a une dernière règle il y a des produits qui sont interdits aux dons alimentaires. Il y a des règles sanitaires qui édictent ça. Les produits à base de crème pâtissière, les produits assez touchy, donc voilà, on fait en sorte que, encore une fois, le message c'est on cannibalise pas les volumes de l'aide alimentaire et on ne met dans les paniers anti-gaspi que les produits qui n'auraient pas pu être donnés ou qui ne seraient pas éligibles au don. Ok. Et quand vous donnez du coup, enfin quand vous vendez, parce que du coup c'est là qu'est votre business model, uniquement sur la vente consommateur, j'imagine. Non, sur les deux, mais je peux y revenir. On y reviendra après, mais du coup alors. Comment est-ce qu'on s'assure que les gens qui ont pris en J-1, J-2 en consommateur, comment est-ce qu'on s'assure que en fait finalement ils n'ont pas juste rejeté ça dans leur poubelle derrière
une fois qu'ils ont pris leur panier Phoenix et qu'ils se rendent compte qu'en fait c'était un peu plus court que ce qu'ils attendaient. Du coup, évidemment, là, la perte, le gaspillage quitte la partie distributeur, mais elle augmente celle du consommateur derrière, quoi. Oui, alors ça, on n'a pas de moyen de le traquer. On met pas des puces RFID dans les paniers anti-gaspi pour vérifier ce qui se passe. Mais par contre, on fait des enquêtes déclaratives, hein, que ce soit auprès des assos et auprès des consommateurs, pour être sûr que justement on déplace pas le gaspillage. De ce que nous déclarent les consommateurs et les assos, ils consomment, je pense, plus de 92% de tout ce qui est récupéré. Donc non, là-dessus, on n'a pas d'état d'âme. C'est possible, vu que sur l'application les paniers sont surprises, c'est possible que parfois tu récupères des betteraves et t'aimes pas les betteraves. Ok, ça arrive. C'est le principe, quoi. En fait, on a essayé de limiter l'effet surprise sur l'application en disant il y a des filtres. Donc, tu peux filtrer sur l'appli Phoenix si tu veux un panier végétarien, vegan, halal, si tu veux plutôt des fruits et légumes bruts, si tu veux plutôt des produits transformés. Okay. Donc on limite l'effet surprise, mais l'effet surprise compte aussi pour les consommateurs. Ça fait partie un peu de l'expérience utilisateur. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? C'est ça, et c'est un peu la pochette surprise de ton enfance, quoi. Le panier mystère où, tiens, tu fais ta découverte du panier, t'as fait un super deal, t'en as pour 20 € alors que t'as payé 5, ou alors au contraire, je suis un peu déçu aujourd'hui, j'ai pas eu un super panier, mais bon, c'est le jeu, hein. On peut pas commander le gaspillage, donc on fait avec ce qui tombe, et puis on fait une cuisine sous contrainte, c'est ça qui est marrant aussi. Okay. Qu'est-ce qu'on gâche le plus en tant que consommateur? Ce qu'on retrouve le plus le plus de loin, à la fois dans le don alimentaire, dans les magasins, et dans les paniers anti-gaspi, ce qui n'a pas été vendu, c'est la boulangerie-pâtisserie et les fruits et légumes. C'est les deux plus grosses sources de gaspillage. C'est les produits qui sont les plus fragiles, et ceux aussi qui sont en plus gros volume. Et après, dans une moindre mesure, les produits laitiers, du rayon yaourt, laitage, etc. Ok. Du coup, évidemment, partons du coup sur la partie business model et votre pricing. Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous prenez une commission sur chaque panier? Ouais, absolument. Donc nous, le principe sur les paniers, je vais revenir sur chaque business model des trois. Ils sont différents, d'accord. Ouais. Le principe de base de Phoenix, pour donner un peu la philosophie générale sur laquelle on a construit l'entreprise, c'est que en s'attaquant à la réduction des déchets, on réduit aussi les coûts. Donc on se positionne un peu comme un cost killer, quoi, disons. C'est un mot de mon ancien univers. Mais on fait la réduction de coûts. Et en transformant un poste de coût, qui est le produit invendu, invendable, le stock mort, en une source de revenus ou en limitant la perte. Donc une fois qu'on a dit, on prend une commission au passage. Donc sur l'application, comment ça se traduit? Sur l'application, l'équation elle est assez simple. Le client, que ce soit un magasin de quartier, une boulangerie ou un magasin ou un supermarché, il pousse sur l'application dans des paniers anti-gaspi 12 à 15 € de valeur de produits en date du jour, en J-1, qui sont vendus non pas à 15 mais à 5. Donc toi, en tant que consommateur, tu te connectes sur l'application, tu réserves ton panier, tu le payes en ligne et tu payes 5 € un panier qui en vaut 15. Nous, on prélève 83 centimes par transaction. D'accord. Et on reverse 4,17 € au magasin en fin de journée. Donc c'est gagnant parce que le consommateur récupère pour un tiers du prix des produits qui sont tout à fait valables. Le client final, le distributeur, lui, ou le commerçant de quartier, il fait de l'argent sur des produits qu'il n'arrivait pas à vendre jusqu'à maintenant. Donc il est content. Et puis en plus, il fait venir des gens en point de vente. Il fait connaître son magasin et puis il ramène du flux, ce qui est important pour lui aussi. Des gens qui viennent récupérer en click and collect leur panier. C'est très important dans la promesse. Et nous, au passage, on prend une commission pour mettre à disposition la tech et la communauté. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie B2C, mais c'est assez similaire avec d'autres applis. C'est le standard de marché. Commission au succès. Sur la partie du don alimentaire, qui est peut-être la moins intuitive, comment on gagne de l'argent là-dessus? Et je pense que ça a été une des clés du succès de Phoenix, d'arriver à créer un business model sain autour d'une activité qui pourrait paraître purement philanthropique. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le don alimentaire, il y a deux effets qui se coulent. Une palette qui est une palette de fraises, par exemple, qui a été produite, achetée par Carrefour et qui n'est pas vendue en rayon, si elle n'est pas donnée, elle part chez Veolia. Et Veolia va facturer entre 120 et 180 € la tonne pour ce qu'on a dit, louer la benne, faire tourner un camion poubelle, l'emmener en centre de tri, là où ils font des pesées, et puis ils disent, voilà, moi j'ai collecté 200 tonnes de biodéchets, voici la facture, merci de passer à la caisse. Donc il y a un premier effet de création de valeur, c'est qu'on limite on limite ses coûts de destruction, parce que la palette est enlevée par une asso, plutôt que par un prestataire de déchets, donc on limite la facture. Deuxième effet qui se coule, c'est que ce don en nature, il donne droit à une réduction d'impôt.
C'est moins connu pour les entreprises, mais ça marche pareil que pour les particuliers. Donc, quand toi, tu donnes 1 000 euros au Resto du Cœur ou au Téléthon, tu peux récupérer... En valeur d'achat de la marchandise. Ouais, exactement. Okay. Donc, toi, à titre perso, quand tu donnes 100 euros au Téléthon, tu peux récupérer jusqu'à 70% en réduction d'impôt sur le revenu. Et ben, pour une entreprise, ça marche pareil. Une entreprise qui donnerait, 1 000 euros de fraises à la banque alimentaire, elle peut récupérer 600 euros en réduction d'impôt sur l'impôt sur les sociétés. Donc voilà, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est qu'on transforme un centre de coût en centre de profit, on réduit le coût de traitement des déchets, on optimise la fiscalité des magasins et on est payé là-dessus. D'accord. Donc voilà, en gros, c'est ça le modèle de Phoenix et c'est comme ça qu'on a passé à la barre. Maintenant là, on approche de la barre des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc on est toujours une start-up, c'est toujours fragile, mais on approche plutôt du statut on est plutôt une scale-up qui se transforme en PME, disons, au bout de 8 ans. Et c'est ce modèle-là qui nous a permis d'aller assez vite, quoi, de passer de 0 à 20 millions en 8 ans. D'accord. En chiffre d'affaires, c'est top. En nombre de paniers, tonnes de déchets évités, c'est quoi sur les chiffres? Sur l'impact, c'est quelque chose qu'on moniteur au quotidien. J'imagine, ouais, nous, on a la chance d'avoir une activité qui est assez facile à capturer en impact extra-financier. Donc, il y a une North Star métrique qu'on suit, qui est le nombre de repas sauvés. C'est ce qu'on communique aussi en interne. Le nombre de repas sauvés par jour, que ce soit dans des paniers anti-gaspi pour les consos, dans des dons alimentaires pour les assos ou pour les animaux. Et donc, en cumulé, on est à 170 millions de repas à sauver depuis le démarrage de Phoenix. Donc, ça fait une différence, quoi. Et au quotidien, on est sur 135 000 repas sauvés chaque jour, maintenant. 135 000 repas sauvés chaque jour de la poubelle. Et redistribués tous les soirs. Donc, ça donne un élément de motivation pour les équipes, un élément pour la marque employeur aussi d'attraction, de rétention des talents. Tu vois, on n'a pas besoin d'en faire des caisses sur le pourquoi on se lève le matin. C'est assez chouette de se dire, tous les jours, grâce à nous, on a 135 000 personnes qui n'auraient pas forcément mangé ou pas mangé aussi bien, que ce soit dans les assos ou que ce soit des consommateurs en quête de pouvoir d'achat qui peuvent économiser jusqu'à 100, 200, 300 euros par mois sur le budget alimentation. Donc ouais, l'impact social compte aussi chez Phoenix, quasiment autant que l'impact environnemental, parce que je sais qu'on est sur un podcast environnemental. Et c'est, je pense, un bon tiers de l'effectif qui vient pour cette raison-là, pour la mission zéro déchet, économie circulaire, réduction des biodéchets. Et on a aussi un bon tiers de gens qui sont là pour le côté plutôt Robin des Bois et impact social, quoi. Et comment on aide les assos et comment on aide les consommateurs en galère de pouvoir d'achat. Et donc ouais, on a un mix assez marrant entre ces deux populations, plus des gens qui sont là vraiment plus pour l'aventure start-up, entrepreneuriale, qui déménage, qui bouge vite, qui grossit vite. On a un mix assez atypique dans la culture d'entreprise. Ok, trop bien. Est-ce que je sais qu'un de tes points de vigilance, c'est le focus. J'ai écouté un ou deux podcasts dans lesquels t'es passé avant qu'on enregistre celui-là. Donc on a parlé du coup de votre mission, donc d'éviter le gaspillage alimentaire à partir de la distribution. Est-ce que vous avez l'intention d'aller un peu plus loin, puisque votre raison d'être, c'est limiter le gaspillage alimentaire et aider la France à obtenir ses objectifs de 2030. Est-ce que du coup vous avez l'intention de vous développer? Peut-être l'ADEME notamment a lancé une liste d'actions sur la partie amont, notamment former les opérationnels et les saisonniers sur les meilleurs gestes pour éviter le gaspillage et les pertes sur la production. Assouplissement des cahiers des charges des distributeurs sur la réception des fruits et légumes par exemple dans les grandes surfaces, développement de circuits alternatifs pour les produits qui sont hors normes, et après développement de circuits courts pour avec des partenariats locaux pour ce qui est sur place. Est-ce que vous vous impliquez dans ce genre de démarche? Ouais. Moi j'ai deux réponses là-dessus. La première, c'est que effectivement on est très conscient qu'aujourd'hui, ce qu'on a développé chez Phoenix, c'est les 3 solutions que j'ai décrites, hein. L'application Phoenix B2C, les relations avec les assos et les animaux, ce sont des bonnes solutions curatives en aval, quoi. C'est-à-dire qu'on est assez fort pour replacer une palette une fois qu'elle est constatée, que le gaspillage est sous les yeux. Et donc c'est un médicament contre le gaspillage. La fin de l'histoire, ça serait plutôt qu'on arrive à développer une solution préventive en amont pour réduire le gaspillage à la source. Et donc passer du médicament au vaccin, quoi. Et donc, ça, c'est la première réponse. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On veut utiliser la data qu'on a emmagasinée depuis 8 ans pour dire, regardez, dans tel magasin, on s'aperçoit que tous les vendredis soirs, dans le rayon produits frais, on a toujours la même référence dans les paniers ou dans le bac de dons. Donc, l'étape d'après, pour nous, ça sera de faire une sorte d'algorithme de ce qu'on appelle d'ajustement des assortiments en amont, des commandes, des gestions de stock. Ça se fait pas déjà au niveau du distributeur. C'est assez prospectif, mais non, ça se fait pas. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça se fait
Il y a quelques enseignes qui sont en avance, mais il y a beaucoup d'enseignes, je ne citerai pas, où toute la partie IT, data, c'est l'âge de pierre. Hein. On est sur des logiciels de gestion de stock, de management au quotidien qui sont quasiment des trucs en DOS, quoi, en noir et blanc. C'est pas leur métier, c'est des gens qui sont les pieds sur le carrelage, comme on dit, dans des trucs vraiment brick and mortar, quoi. Ils font tourner des boutiques et donc ils sont pas mal sous-investis la partie IT. Donc ça, c'est la première réponse. Comment on veut aller dans le scénario que tu décris avec l'ADEME, là, c'est ça, c'est faire un shift de solution curative à solution préventive, ou en tout cas avoir les deux. Et je pense qu'il y a encore 10-15 ans à faire de la curation avant de pouvoir aller sur la prévention. Et la deuxième chose, sur ce que tu disais sur le cahier des charges de la grande distribution, comment on fait changer les mentalités sur les produits hors calibre, les fruits et légumes moches, les défauts marginaux de production, et comment on développe des circuits de vente alternatifs pour ces produits-là. Nous, on a créé en interne, sous forme intrapreneuriat, une filiale qui s'appelle les épiceries Nous Anti-Gaspi. Donc, on a aujourd'hui un réseau de 24 épiceries militantes où on fait justement exactement ça, de l'achat et revente de produits anti-gaspi qui répondent pas au cahier des charges, qui sont des concombres tordus, des tomates mal calibrées, des carottes aussi qui ont une mauvaise tête, des stocks dormants, des fins de vie, des changements de production, des changements de packaging, des rebranding. Et donc voilà, c'est une belle histoire parce que ça a été créé de zéro chez Phoenix. On a fait 1 à 10 magasins, puis 10 à 25, maintenant on va en faire 50. Et donc voilà, c'est notre contribution à la consommation plus responsable. À côté de Phoenix, on a cette deuxième brique de solution. Ok, et ça se développe dans les mêmes villes que Phoenix. C'est où en ce moment, par exemple? Aujourd'hui, on a 23 magasins. Il y en a 6 à Paris et une bonne quinzaine dans l'ouest de la France. On a commencé à Rennes, puis à Dinan, puis à Saint-Malo, puis là où on a beaucoup de culture. Ah, exactement. Puis jusqu'à Nantes. Il y en a une à Lille. Il y en a d'autres au Havre, à Caen. Enfin voilà, donc ça avance pas mal dans l'ouest de la France et on essaime comme ça par circuit court et concentrique. Ok. Est-ce que vous avez d'autres piliers d'action de la plaidoirie ou des actions, enfin quelle est votre place en gros dans le débat public? Je pense notamment vous aviez participé à la loi anti-gaspillage économie circulaire. Aujourd'hui, où est-ce que ça en est? Quelle est votre place et comment est-ce que vous arrivez à faire infléchir peut-être le cours de l'histoire là-dessus? Ouais, alors alors évidemment on le fait, ça fait partie de notre job. Je suis quand même assez mitigé sur le truc parce que pour partager un retour d'expérience, donc nous sur le B2B, donc la partie dont association caritative et plateforme de mise en relation entre les magasins et les assos, on a été les pionniers, disons. Donc ceux qui avons inventé ce métier-là d'intermédiaire, qui ont créé le marché. Et donc, effectivement, on a consacré, et moi en particulier, j'ai consacré pas mal de temps et d'énergie dans une période charnière qui était la période d'amorçage à faire des groupes de travail au ministère de l'Environnement et de l'Agriculture, de l'Alimentation, à contribuer dans des commissions à l'Assemblée nationale et au Sénat sur prendre la main sur des textes sur des projets d'amendement, des textes de loi et tout. Et honnêtement, c'est un travail qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, dans une période où on a probablement parfois autre chose à faire. Mais et surtout tu le fais pour tout le monde, quoi. En tant que pionnier, market maker, comme on dit en anglais, désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, mais en tant qu'évangélisateur et en tant que leader d'un truc, bah c'est toi qui fais, et puis tes petits copains, tes concurrents, ils te laissent défricher le truc, ils se mettent dans ta roue et puis ils te prennent ton inspiration. Donc ça, voilà, on l'a fait, et ce que je viens d'écrire, les côtés négatifs, c'est-à-dire que ça bouffe de l'énergie, ça bouffe du temps. C'est un truc que tu fais pour tout l'écosystème, y compris ta concurrence directe. Donc il faut l'avoir en tête quand on se lance. Après, quand ça va au bout, comme ça a été le cas pour nous avec la co-création de cette loi anti-gaspi en 2016, la loi Garot, et puis son extension en 2022 au non alimentaire, avec la loi qu'on appelle la loi AGEC, anti-gaspi pour l'économie circulaire, qui interdit la destruction des invendus non alimentaires dans la fast fashion, dans l'industrie cosmétique, dans les jouets, dans les entrepôts Amazon, etc. L'un dans l'autre, tu dis, ça a pris 7 ans, 6 ans, mais j'ai un retour sur investissement parce qu'aujourd'hui, j'ai un gros cadre réglementaire qui met du vent dans les voiles. Mais encore une fois, à toi et à la concurrence. Voilà, inversement. Donc oui, on le fait. Oui, on considère que ça fait partie de notre job. Oui, on considère que le fait d'être allé en B2C aussi, en créant cette application, en travaillant la marque, ça fait partie aussi de notre mission d'évangéliser au gaspillage alimentaire, d'évangéliser à la consommation des invendus, au fait que chacun peut faire sa part de colibri.
qu'il faut démystifier ces produits à J-2, J-1 qui sont largement consommables. Et que si on s'y met tous et que finalement on va réussir. Hein. Si 60 millions de Français se mettent à acheter des invendus à bas coût en date courte, peut-être qu'il n'y en aura plus dans les rayons. Donc voilà, on considère que on fait notre part du job par la marque, par le B2C, par les prises de parole, par l'empreinte médiatique et par le travail en coulisses de lobbying, de réglementation, d'influence qu'on fait, mais qui prend du temps. Ok. C'est quoi les objectifs ? On n'a pas trop évoqué ça, j'en ai parlé rapidement avec l'ADEME juste avant, là, mais les objectifs de la France à court et moyen terme sur ce sujet, c'est quoi ? Alors, ouais, donc donc la loi anti-gaspillage alimentaire qui date de 2016, avec application de 2017, qui au départ était centrée sur la distribution, toutes les surfaces de 400 mètres carrés et plus, qui progressivement s'est étendue à la restauration collective, aux restaurants d'entreprise, aux industriels agroalimentaires, et donc voilà, ça c'est la suite de l'histoire, qui a été étendue au non alimentaire en 2021, avec mise en application en 2022. La France veut diviser par 2 le gaspillage d'ici 2050. Et après, c'est loin. C'est loin, c'est loin. Et après l'ambition, c'est que pour une fois, et ça je le dis souvent, mais je le redis ici, la France a vraiment un gros temps d'avance sur ce sujet-là, en termes de prise de conscience politique et collective, sociétale, quoi, en termes de cadre réglementaire, de cadre fiscal, de loi anti-gaspi et de maturité du marché, y compris sur le volet consommateur, avec nous, avec nos concurrents. Et pour avoir un pied en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, je pense que la France a facilement 5-6 ans d'avance sur ce sujet-là. Donc, conclusion, l'étape d'après, l'ambition qu'on peut avoir collectivement, c'est de faire en sorte que ce cadre français, que cette politique publique française anti-gaspillage, assez exemplaire et assez pionnière, soit portée au niveau européen. Et donc là-dessus, il y avait 2 routes. Soit on pousse ça directement au niveau de Bruxelles, de Strasbourg, Parlement européen, mais on voit que ça prend du temps. Ouais. Soit on passe par le niveau, non pas supranational, mais par les États, quoi. Et donc c'est le choix qu'on a fait. On fait du lobbying maintenant en Espagne, en Italie, en Belgique, au Portugal, pour que ça soit des lois nationales. Et en parallèle, on plante des graines au niveau européen, mais on est conscient que ça va prendre 5-10 ans. Et ce qu'on a compris aussi au fil des échanges, c'est que le seul truc qui pouvait faire accélérer la prise de conscience et accélérer un cadre réglementaire anti-gaspillage au niveau européen, ce serait un accident industriel. L'exemple qu'on nous a donné, qui je pense est très vrai, c'est que ce qui a fait avancer la cause sur les marées noires et sur le fait de mettre un cadre des pollueurs-payeurs et des principes comme ça, c'est l'ERICA. Et c'est quand il y a une grosse catastrophe industrielle, un gros plantage qui vient polluer les côtes bretonnes ou espagnoles. Donc il y avait l'ERICA et le Prestige. Là, en 6 mois, par magie, les parlementaires se mettent à sortir une loi, à la voter, à la mettre en action. Donc voilà. Donc sans ça, probablement que ça va prendre 5 ans à 10 ans d'avoir un cadre anti-gaspillage réglementaire au niveau européen. Ce serait quoi d'ailleurs un accident du gaspillage alimentaire ? Je sais pas, ça pourrait être une usine qui produit par milliers d'unités des produits défectueux et que on se retrouve avec plusieurs millions de gaspillage. Ça pourrait être, j'en sais rien. J'ai pas c'est pas à souhaiter, mais effectivement, oui, je vois le principe. Ou voilà, un produit retiré des rayons par. Donc c'est ça le truc qui fait accélérer vraiment à fond les prises de conscience. Est-ce qu'on a parlé du gaspillage alimentaire pendant la campagne présidentielle ? Est-ce qu'il y a des engagements qui ont été pris au niveau du gouvernement ou pas trop ? Pas tellement. Un petit peu dans le programme du président qui vient d'être réélu. Il y a un engagement à continuer le combat sur le gaspillage alimentaire. Je pense qu'il y a quelque chose qui commence à rentrer dans les esprits, c'est que, et sur lequel nous on pousse, c'est qu'il y a un lien très clair entre gaspillage alimentaire et précarité alimentaire. Et donc nous, l'origine de Phoenix, elle vient de là, c'est que on a un système qui marche sur la tête, puisqu'on a d'un côté un tiers de la nourriture qui est gaspillée. On a 10 millions de tonnes qui partent à la poubelle en France chaque année. Et dans le même temps, on a 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire, en précarité alimentaire. Et donc en fait, très mécaniquement, en faisant des vases communicants et juste en fait, si on mettait un terme au gaspillage alimentaire, on pourrait mettre un terme à la précarité alimentaire. Et c'est absurde qu'il y ait ces 2 faces de la même pièce, quoi. D'un côté, on gaspille un tiers de la nourriture, et d'un autre côté, on a 8 millions de personnes qui viennent pointer à l'aide alimentaire. Il y a un Français sur 10 en 2020 qui a eu recours à l'aide alimentaire. Donc voilà, nous, on veut faire se rencontrer les deux bouts, remettre du bon sens au cœur du système, un système qui marche sur la tête. Et donc ça, je pense que ça commence à rentrer dans la tête de la majorité. Qu'en gérant intelligemment les invendus et le gaspillage, on pourrait réduire
tout ou partie de la précarité alimentaire. Donc voilà, ils y travaillent avec les chèques alimentaires, ils y travaillent avec ce genre de choses, mais nous, c'est notre combat, quoi, de dire... C'est en plus une mesure qui pourrait être autofinancée. Hein. Ça ne demande pas de crédit, ça ne demande pas quoi que ce soit, c'est juste brancher les invendus sur les personnes qui en ont besoin, intelligemment. Et c'est aussi simple que ça. Enfin, c'est pas simple, sinon ça n'existerait pas, sinon ça serait déjà fait, mais en tout cas, c'est ça l'idée qui est derrière. Ok. C'est quoi ton petit geste quotidien pour l'environnement sur lequel tu te dis, vas-y, ça, je le fais bien tous les jours? Alors ouais, moi j'ai des gestes super simples, donc j'imprime plus rien depuis très longtemps. J'éteins systématiquement toutes les lumières qui traînent ici au bureau chez Phoenix. J'éteins les box chez moi, voilà, je suis assez vigilant sur l'électricité et l'énergie. Et puis et après moi je suis aussi un power user, donc un user frénétique de l'application Phoenix. Je pense que j'ai dû acheter plus de 100 paniers déjà, et mine de rien ça fait une différence. Donc voilà, j'essaie d'être emblématique en interne et exemplaire, quoi. Donc d'acheter des paniers anti-gaspi sur l'application pour sauver des invendus de la poubelle. Ok, bah écoute, merci beaucoup Jean, c'était super sympa comme échange. Bah de rien, merci d'être venu jusqu'ici. Salut. Malgré les travaux. Ciao, merci à tous. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.